sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'enseignement à l'étranger. C'est un webinaire qui est proposé par le Secrétariat général de l'enseignement catholique. On vous propose pour cet après-midi de travailler de dérouler ce temps avec vous en 5 points. Donc, tout d'abord, nous allons nous présenter et présenter l'objectif. Puis, nous avons la chance d'accueillir avec nous des enseignants et des directeurs et directrices d'établissements en Turquie, et donc qui vont prendre le temps de nous expliquer et de nous partager leur expérience à l'étranger. Ensuite, nous accueillons Isabelle Jouot, qui est la juriste du Secrétariat général de l'enseignement catholique et qui viendra nous expliquer les formalités juridiques que nous devons suivre lorsque nous avons un projet d'expatriation. Et puis enfin, on prendra le temps de travailler sur les enjeux de cette mobilité, pourquoi partir. Et puis, on vous proposera une série de réseaux, des réseaux qui peuvent vous accompagner dans ce projet de mobilité. Alors, le département ouverture à l'international du Secrétariat général de l'enseignement catholique est composé de 3 personnes. Donc Louis-Marie Piron, que vous connaissez peut-être, qui malheureusement est excusé pour ce webinaire cet après-midi. Et donc c'est Véronique Borocco et moi-même qui allons animer ce webinaire. En introduction, je voulais vous rappeler que sur le site de l'enseignement catholique, il y a une page pour tous vos projets de mobilité. Donc, il y a plusieurs articles pour vous accompagner en fonction de vos projets. N'hésitez pas, le lien est sur ce support, donc vous pourrez avoir, voilà. Et puis, en fonction de où vous en êtes dans ce projet de mobilité, il nous paraissait important aussi de refaire un petit point sur le label Ouverture internationale, qui est le label qui est déployé depuis 5 ans au niveau de l'enseignement catholique et qui permet au sein de son établissement en France déjà d'initier une démarche d'ouverture à l'international. Et donc, en fonction, encore une fois, du terme de votre projet de mobilité, ça peut déjà être une première étape pour appréhender un peu toutes ces notions de mobilité à l'international. L'objectif cet après-midi, il est double. Il est d'abord de permettre à nos collègues présents aujourd'hui de partager leur expérience, de partager avec des pairs. Et le second temps va vraiment être de vous apporter des informations à la fois juridiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la juriste Isabelle Jouot, mais également pratiques en vous mettant en lien avec des organismes et des associations. Il y a la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions via le petit onglet Q&A qui est au-dessus là. Et donc, vous pouvez écrire vos questions, peut-être les adresser en fonction de à qui vous vous adressez, parler, soit c'est pour moi, soit c'est pour Hermine, enfin la personne qui va intervenir. Et puis, on retransmettra et on prendra le temps de répondre à vos questions. De la même façon, je vous ai mis à la fin de ce support l'adresse à laquelle vous pourrez aussi nous rejoindre pour toutes les questions qui pourraient survenir lors de cette présentation. Avant de donner la parole à Sébastien et à ses collègues, je vous partage cette petite citation du pape Jean-Paul II. Ne craignez pas d'ouvrir les frontières. Dans la rencontre des cultures, l'enseignant puise une espérance nouvelle pour sa mission pédagogique. Je trouve que cette phrase, cette citation amène bien l'impulsion que va pouvoir amener à notre mission cette ouverture internationale. Hop, je me permets de vous présenter les personnes qui aujourd'hui vont pouvoir partager leur expérience. Hermine. Est-ce que je peux vous laisser peut-être déjà vous présenter et puis présenter le cadre de votre expérience en Turquie? Oui. Donc, je suis Hermine Ridé, je suis en Turquie depuis maintenant 20 ans, mais à l'origine, je suis certifiée de lettres modernes de l'enseignement catholique. Et donc, après une longue expérience de professeur de français en Turquie, je suis maintenant chef d'établissement du
lycée Saint-Pulchéry d'Istanbul. Donc, pour présenter un petit peu la Turquie, sur Istanbul, il y a 5 établissements francophones. Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Michel, Saint-Pulchéry et Notre-Dame de Sion. Et il y a un autre établissement du type du nôtre, donc nous sommes des établissements congrégationnistes, à İzmir, en Turquie aussi. Voilà. Donc, vous présentez un petit peu l'enseignement en Turquie. Donc, c'est une aventure passionnante. À la citation tout à l'heure montrée, c'est une rencontre des cultures qui est extraordinaire, puisque partir à l'étranger nous oblige à sortir de notre zone de confort pour rencontrer une autre façon d'enseigner, une autre façon d'être aussi dans la rencontre. Donc voilà, et c'est plein d'espérance, comme le disait la citation tout à l'heure. Donc, dans nos établissements, nous ne sommes pas des établissements liés directement à la France, puisque nous sommes sous contrat d'association avec le ministère turc au niveau des programmes d'enseignement. Donc, nous suivons le programme d'enseignement turc. Mais la particularité de nos établissements, c'est d'avoir un enseignement francophone très développé, puisque tous les cours de français sont en français, bien évidemment, mais aussi les matières scientifiques, donc mathématiques, physique, biologie, chimie, voilà, qui sont enseignées aussi en français dans le cadre de nos établissements, puisque nous sommes labellisés France Éducation. Quoi vous dire d'autre au niveau de l'enseignement? Donc, bien évidemment, tous nos élèves sont turcs, donc ils apprennent le français quand ils arrivent dans notre établissement. Ils ne parlent pas du tout français, donc ils découvrent la langue française avec nous. Mais dès la première année, comme il s'agit d'un enseignement intensif du français, ils ont, Madame Léa, je parle sous votre contrôle, 21 périodes, c'est-à-dire 18 heures de français par semaine. Donc l'apprentissage de la langue est très très rapide, puisqu'en plus il y a aussi les maths et les sciences qui sont faites en langue française. Voilà, quoi vous dire dans cette aventure. L'enseignement, je vais laisser mes collègues parler de l'enseignement en tant que tel. Si on veut parler de la foi, si vous êtes croyant, vivre sa foi en Turquie, c'est tout à fait possible. Les chrétiens ne sont pas martyrisés, comme on peut l'entendre parfois dans les médias, et qui n'est pas non plus à l'image de ce que, en tout cas, n'est pas seulement à l'image de ce que les médias peuvent renvoyer. Nous y vivons bien. Et dans cette richesse de culture, si je prends le cas de Saint-Pulchéry, l'équipe enseignante est composée de Turcs, bien entendu, de Franco-Turcs, mais aussi de nombreuses nationalités. Madame Léa est un de nos exemples puisqu'elle est canadienne, mais nous avons aussi des Camerounais. Donc on fait vivre la francophonie au sens le plus large du terme pour justement enrichir et nos pratiques et nos rencontres d'une façon générale. Exactement, oui, j'avais un petit problème de caméra, désolé. Non, je pense que Hermine a présenté les enseignements. Donc on a 6 lycées de différentes congrégations. Donc les bénédictins sont arrivés, je regardais, en 1362 à Istanbul, et donc après d'autres congrégations sont arrivées, les ont rejoints. Donc sur Istanbul, il y a les Lassaliens, enfin sur la Turquie, il y a les Lassaliens avec donc Saint-Joseph Istanbul, Saint-Joseph Izmir et le lycée Saint-Michel. Les Vincentiens au sens large, c'est le lycée Saint-Benoît avec la congrégation de la mission, les Lazaristes et les filles de la Charité Sainte et Notre-Dame de Sion. Donc Saint-Joseph, ça va être 1000 élèves, donc de 15 ans à 19 ans, puisque l'enseignement en lycée se fait sur 5 ans. Mais tout est très bien. Donc Saint-Joseph, 1000 élèves, Sainte-Pulchéry, 450 à peu près, Saint-Benoît, 950, Notre-Dame de Sion, 800,
venir. Et certaines des lycées, donc de 15 ans à 19 ans, ont des petites écoles associées. Donc quand on dit petites écoles, ce sont écoles primaires et collèges. Donc il y a la petite école de Notre-Dame-de-Sion et il y a celle qui est liée à Sainte-Puchéry. C'est pas vraiment la petite école de Sainte-Puchéry, mais qui est partenaire. Et peut-être Madame Aileen, on peut commencer par les plus jeunes, peut-être nous parler de... Si Madame Aileen est là. Alors, je crois que non, Aileen n'est pas connectée pour l'instant, donc peut-être elle va nous rejoindre pour qu'elle Oui, témoigne. elle essaie de se connecter, elle a des difficultés, excusez-moi, elle a des difficultés à se connecter, on s'écrit en ce moment, elle devrait arriver bientôt. Ok. Donc oui, comme le disait Hermine, on peut très bien vivre sa foi en Turquie. Le pape d'ailleurs est venu pour sa première visite à l'étranger en Turquie. Donc on accueillait historiquement les élèves catholiques et chrétiens, puis au cours de l'histoire, il y a eu des évolutions et aujourd'hui la plupart de nos élèves sont musulmans, la très majorité. Alors, je peux prendre un exemple parce que quand je suis passé par le CM, j'ai rencontré des chefs d'établissement en France qui me posaient des questions, mais comment vous gérez la question du voile dans vos établissements? Et en fait, on n'a aucun élève voilé. Ils auraient le droit, mais ils n'en font pas la demande. Donc on a un public assez particulier par rapport à la population, particulier parce que les frais de scolarité sont assez élevés et aussi parce que ce sont des familles qui sont très tournées vers l'Europe. On a 2/3 de nos élèves qui partent étudier à l'étranger après l'obtention de leur diplôme. Donc on a des accords avec la France. Les diplômes de nos lycées sont reconnus comme des équivalents du baccalauréat par les universités françaises. On a aussi le label France Éducation délivré par le ministère de la Famille. Par Campus France, c'est une plateforme qui ressemble un peu à Parcoursup, mais pour les étrangers. Nos élèves sont, on peut dire, parfaitement anglophones, non pas parfaitement anglophones, mais ont vraiment un excellent niveau d'anglais, puisque en général, ils ont étudié l'anglais avant d'arriver dans les lycées, sauf ceux qui étaient dans les lycées francophones, mais voilà, ils ont un très très bon niveau d'anglais. En français, nos meilleurs élèves arrivent à un niveau C1. C1, c'est pas le français courant, mais c'est quand même un niveau français qui leur permet l'histoire dans des universités françaises. Donc, un bon niveau de français, sachant qu'ils arrivent à 14 ans, ils ne parlent pas un mot de français, sauf ceux qui sont passés par les collèges, les écoles primaires, collèges francophones. On a de bonnes relations avec l'ambassade de France, avec les services de l'ambassade de France, avec des partenariats culturels et des partenariats sur des projets. Et la vie est plutôt agréable. Moi, je suis en Turquie depuis plus de 20 ans, donc j'étais venu pour 2 années. Et voilà, ça m'a plu, j'y suis resté. La vie est agréable, mais il faut avoir conscience que c'est une vie de citadin. Donc il y a 18 millions d'habitants à Istanbul. Alors sur 2 continents, il y a un peu de la ville. Mais pour Istanbul, c'est vrai qu'il faut aimer vivre en ville. Ce que je peux dire sur les Turcs, ils sont accueillants. Ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Ils aiment aussi se plaindre de leur pays. Mais oui, les Turcs sont accueillants, ouvrent facilement leurs portes et sont curieux de ce qui se passe ailleurs. Donc c'est plutôt agréable d'être étranger en Turquie. Bon, je mets de côté la question des migrants, puisque voilà, effectivement, je pense suivant les pays, suivant si vous êtes migrant ou pas, ça change quand même l'accueil. Mais les Turcs sont accueillants. Je peux prendre l'exemple, il y a quand même 4 millions de réfugiés syriens en Turquie, et ça se passe bien. Il y a quelques petites tensions, mais
imaginez en France 4 millions de migrants qui arrivent en quelques années, l'assimilation, l'accueil serait probablement plus compliqué. Merci Sébastien. Je me permets de rebondir sur votre présentation et pour parler un peu de vous, sur votre parcours. Vous dites que ça fait plusieurs années que vous êtes en Turquie. Comment avez-vous monté et préparé le projet d'expatriation et d'aller en Turquie notamment? Alors moi, je ne sais pas si c'est le bon exemple. Moi, c'était une annonce sur le site de l'ANPE. À l'époque, il y avait l'ANPE en France qui publiait des annonces et comme nous sommes des établissements, on est entièrement financé par les frais de scolarité. Donc on est en recrutement direct. Ce sont directement les établissements qui recrutent leurs professeurs. Donc il y avait plusieurs voies possibles et moi en l'occurrence c'était une annonce sur le site de l'ANPE. J'étais jamais allé en Turquie, je me suis dit je vais y aller pour 1 ou 2 ans, voir voyager un peu et puis j'ai rencontré ma femme qui est turque, qui est diplômée de l'école où je suis actuellement directeur. Bon, c'est le hasard qui a fait ça, le monde francophone d'Istanbul. Euh, mais les collègues qui sont arrivés plus récemment ont peut-être suivi des voies plus classiques. Nous, en tout cas, quand on recrute, on publie sur différents sites internet. Alors, il y avait un site de référence qui malheureusement a fermé, qui est enseigné à l'étranger. Il y a maintenant EduRéseau, ED, EDUREZO, une nouvelle plateforme qui a été mise en place mais qui est en train de démarrer. Sinon, on publie sur nos sites internet et LinkedIn. LinkedIn, ça marche pas mal aussi. On n'a pas accès, il y a une plateforme qui a été mise en place, mais c'est seulement pour les établissements AEFE, une nouvelle plateforme, mais je ne sais pas comment elle s'appelle pour les titulaires de l'éducation nationale. Donc voilà, les recrutements en français, on publie aussi sur des sites de français langue étrangère, des sites spécialisés. Mais la fermeture de enseigner à l'étranger est quand même dommage par rapport à la communication des annonces et des postes disponibles. Merci Sébastien. Alors, on a un tout petit souci technique. On a perdu notre responsable technique qui va revenir, je l'espère. Ah voilà, voilà, sûrement. Michael. Oui, de retour, désolé. Super, pas de problème. Sébastien, j'ai aussi entendu dans votre présentation deux petites, enfin, en tout cas, vous avez parlé des élèves, que vous avez aujourd'hui une majorité d'élèves musulmans. Est-ce que dans vos établissements, vous travaillez le dialogue interculturel, interreligieux et comment vous faites à l'étranger pour l'accueil de ces jeunes et faire en sorte qu'on puisse se parler s'il y a aussi des élèves avec d'autres confessions? Alors, je laisse mes collègues prendre la parole, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Alors, la laïcité en Turquie, c'est assez particulier puisque le choix qui a été fait au moment de la Révolution a été un encadrement de la religion par l'État. Donc, il y a un ministère de la religion en Turquie et les imams sont des fonctionnaires, sont payés par l'État, ce qui fait que les prêches, les imams sont vraiment des fonctionnaires. Et en Turquie, il y a des cours de religion. Donc, en ce moment, en lycée, c'est 3 périodes de 40 minutes par semaine. Ce sont des cours de religion essentiellement islam sunnite, mais dans les programmes, il y a quand même toutes les religions. Alors, nous, c'est assez paradoxal parce que on nous a accusés par le passé d'être des missionnaires qui venaient évangéliser la jeunesse turque, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc on a été à une époque assez surveillés sur notre discours par rapport à la religion, la promotion, le prosélytisme religieux. Mais moi je peux prendre l'exemple de Saint-Benoît, dans l'entrée de l'école il y a une église. Donc on s'appelle Saint-Benoît, donc on a notre identité. Nos élèves sont très très curieux des questions religieuses, en particulier
sur notre religion à nous, nous pose beaucoup de questions. Et on mène des projets. Moi, je peux prendre l'exemple personnellement, mais j'ai travaillé à Saint-Chiré avant. Il y avait le même type de projet où, avec le professeur de religion, on visite une église, une synagogue, une mosquée. Et ça se passe bien parce que nos élèves sont curieux. On choisit aussi nos professeurs puisqu'on est en recrutement direct. Donc, on fait des choix de professeurs de religion avec une grande ouverture sur ces questions. Mais nos élèves sont vraiment très curieux, nous posent des questions assez régulièrement. Je laisse mes collègues prendre la parole. Non, vous m'entendez? Oui, Oui. Hermine. Juste pour relayer ce que dit Sébastien, les familles qui choisissent nos établissements les choisissent par rapport à cette question de l'ouverture à l'international, comme le disait Sébastien, sur le fait de pouvoir aller étudier à l'étranger et la mixité de nos équipes. Et donc, il y a aussi cette ouverture, c'est-à-dire que si nous, évidemment, nous ne faisons pas de prosélytisme dans nos établissements, mais nos élèves connaissent l'histoire de chacun de nos établissements par rapport aux congrégations qui les ont fondés, et ça ne pose pas de difficultés en termes de positionnement. Le fait d'être croyant est mieux perçu que le fait d'être athée en Turquie, et donc voilà, c'est pas une difficulté en termes de positionnement et d'ouverture en général. Tout à l'heure, Sébastien, vous nous indiquiez que le programme, ou peut-être c'était Hermine, que le programme qui était dispensé dans vos établissements, c'est le programme turc, mais qu'il est dispensé en français. Et là, je me tourne peut-être vers Stan et vers Léa, qui sont tous deux des enseignants. Je vais les laisser se présenter chacun leur tour, et qui sont arrivés avec leur bagage d'enseignants français ou canadienne. Je ne sais pas, on en reparlera avec Léa qui va nous partager un peu son parcours. Comment est-ce qu'on s'approprie ce nouveau programme? Comment on fait par rapport à ce on savait et ce qu'on avait appris et là où on était un peu un expert? Et comment on arrive finalement en position un peu basse d'enseignant dans un nouvel environnement? Je sais pas, je peux essayer de dire un mot là-dessus. Moi, je m'appelle Stan, je suis prof de français. En français, c'est particulier parce que il n'y a pas de programme spécifique turc qui corresponde à notre enseignement en français. Donc, on fait nos propres programmes, ce qui est une chance, je trouve. On les fait en équipe, on les fait en collaboration. Ils existent depuis longtemps, on les remodèle un petit peu chaque année, on les améliore. Mais oui, ce sont des programmes qui sont faits de manière commune entre enseignants français et enseignants turcs, puisqu'on a à peu près une répartition de, je sais pas, 30% de français, 30% de turcs et puis 30% de binationaux à peu près. Mais enfin voilà, en tant qu'enseignant, je trouve ça super intéressant parce que ça ouvre l'esprit et puis ça amène à des dialogues qui sont intéressants. Et puis ça amène aussi à se poser la question du public. Enfin, si je parle vraiment spécifiquement pour la matière française, voilà, qu'est-ce qu'on veut enseigner aux élèves et pourquoi nos élèves sont là. Et je sais pas, par exemple, on va consacrer pas mal de temps à enseigner les grands classiques français parce que c'est aussi une attente des élèves qui viennent dans l'établissement d'avoir cette culture classique française. Voilà. Mais pour ma part, c'est très intéressant d'avoir ce dialogue quotidien ou du moins hebdomadaire parce qu'on a des réunions en fait hebdomadaires en tant qu'enseignants qui sont inscrites dans notre emploi du temps. Donc on se voit chaque semaine, une période, avec les enseignants du niveau dans lequel on enseigne. A priori, on a plusieurs niveaux, donc on se voit plusieurs fois. Et voilà, on discute de ça chaque semaine et ça, je trouve ça très enrichissant. Merci. Peut-être Léa, est-ce que vous pouvez nous partager, vous, votre regard? Oui, en fait, pour moi, c'était pas très compliqué parce que j'étais déjà prof de FLE au Canada, à Montréal. Et puis quand je suis arrivée, finalement, ça a été facile parce qu'ils ont tous la même langue. Donc, ils connaissent tous au moins le turc. Il y en a même qui connaissent l'anglais, qui connaissent d'autres langues, bien sûr, mais ils connaissent au moins tous le turc. Et donc, finalement, le turc et le français, même si grammaticalement, ça se ressemble pas, il y a beaucoup de mots
qui se ressemblent. Il y a beaucoup d'influence du français dans la langue turque. Et finalement, il y a plein de mots qui peuvent aller chercher. Moi, j'ai trouvé que c'était même plus simple d'enseigner en Turquie à un public qui avait la même langue maternelle que ce que je pouvais faire avant à Montréal. Léa, tant que vous êtes à l'écran, peut-être, je demandais tout à l'heure à Sébastien comment il avait monté son projet et comment il s'était retrouvé en Turquie à la direction de cet établissement. Est-ce que de votre côté, vous pouvez nous partager un peu votre démarche projet et votre parcours pour nous expliquer comment vous en êtes arrivé ici? Avec plaisir. Donc en fait, moi, c'était vraiment mon rêve, c'était vraiment mon objectif. J'étais dans un autre parcours universitaire avant et j'avais décidé de voyager avec mon métier. Et c'est pour ça que j'avais fait un transfert de programme à l'université pour le FLE, parce que je voulais m'expatrier. Donc pendant toutes mes études universitaires, c'est ce que je disais. Moi, mon projet, c'est de m'expatrier une fois que j'ai le diplôme. Et c'est aussi important d'en parler parce que je sais que ça s'entend de moins en moins, mais on l'a déjà dit, je suis canadienne. Et bon, c'est une question de contexte, je peux retrouver l'accent quand le contexte s'y prête, mais au final, à la base, pendant 2 ans, j'ai remis des CV et puis soit on ignorait mes candidatures spontanées, soit on me répondait que on n'embauchait pas de Canadiens en Turquie pour les profs, pour les cours de français et on me proposait des postes de prof d'anglais. Et donc c'est toujours un peu insultant quand même. Et puis, on me répondait sinon que mes diplômes ne seraient jamais reconnus en Turquie, que le gouvernement, le ministère de l'Éducation turc ne reconnaîtrait pas mes diplômes. Et finalement, je pense que Madame Aylin, elle est connectée maintenant. Donc, j'ai passé 5 ans avec Madame Aylin à Nestlé HNCC. On sait que c'est faux parce que moi, mes diplômes, ils ont été reconnus très, très facilement une fois qu'on a fait la demande. Et donc, le permis de travail aussi était facile à ressortir pour moi. Et donc, parfois, vous pouvez rencontrer, quand vous faites partie d'une francophonie qui est considérée hors de la norme francophone européenne, vous pouvez rencontrer soit de la glottophobie ou un manque d'enthousiasme par rapport à votre candidature, ou peut-être des préjugés par rapport à ce que vous allez apporter. Et puis, c'est vrai que j'avais un accent qui était tout autre quand je suis arrivée, mais finalement, ça fait partie de la richesse de l'enseignement du français. Et finalement, ben, quand on baigne dans un bain francophone européen, ça finit par changer de toute façon. Mais je voulais vous dire que voilà, de ne pas baisser les bras si jamais vous rencontrez peut-être des portes qui ne veulent pas s'ouvrir pour vous. Ça m'a pris 2 ans. Mais finalement, après mon premier entretien d'embauche, ben, j'ai pu signer un contrat avec la Turquie, à Nestlé DHNCC avec Madame Aylin. Et puis, je voulais dire que voilà, à la base, moi, je regardais, je ne sais pas si ce site existe encore, mais c'était le site Le Français dans le monde. Et mon objectif, c'était la Turquie, mais bon, après 1 an, bien honnêtement, je commençais à envoyer des candidatures un peu partout. Mais voilà, c'était sur le site Le Français dans le monde, où il y avait des offres qui ressortaient, mais je regardais vers la fin, après le 1 an et demi, là, je commençais à regarder sur toutes les plateformes qui existaient, et j'avais un parcours classique de prof de FLE, j'avais fait tout le parcours classique qui est demandé au Québec, et j'ai enseigné au Québec pendant plusieurs années aussi. Et donc, finalement, mes diplômes ont été reconnus très facilement et quand finalement les bonnes portes s'ouvrent, maintenant j'ai eu 2 expériences professionnelles différentes en Turquie. Donc d'abord avec Madame Aylin pendant 5 ans à Nestlé DHNCC, donc la petite école, on en a parlé au tout début, mais ce qu'on appelle les petites écoles, c'est pas péjoratif. Ce sont les maternelles, primaires, collèges, qui appartiennent parfois ou qui sont en lien parfois avec des lycées. Donc c'est la petite école de Notre-Dame de Sion, où j'ai fait de la maternelle pendant 5 ans. Et maintenant, je suis à Sainte-Pluchérie avec les lycéens, avec les adolescents auprès de Madame Ridé. Donc, en fait, c'est ce que ça permet aussi, parce que même si j'avais le diplôme pour faire toutes sortes d'écoles au Québec, je pense pas que j'aurais navigué entre la Mhm. maternelle et le lycée. Et je pense que l'expérience à l'étranger m'a aussi permis ça. Je pense que ça donne une certaine confiance, ça apporte tellement de richesse d'expérience que finalement, on se sent capable de le faire et on se sent à même d'être intéressé par la proposition, alors qu'avant, je pense que j'aurais pas osé, je me serais dit: «Ah mais non, je serais pas capable» et puis, c'est ce que ça m'a apporté, aussi. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes en Turquie? Je suis en Turquie depuis 2018, donc plus de 7 ans et moi aussi un peu comme, monsieur Sébastien Massin le disait au début, moi c'était peut-être 2 3 années, on verra, on verra bien et puis finalement, je me plais beaucoup et c'est vrai un peu comme, bon j'ai l'impression qu'on s'est consulté en fait les personnes qui sont intervenus jusqu'à maintenant et moi, alors qu'on ne s'est pas parlé du tout pour la rencontre. Et il y aura beaucoup de redondance. Et finalement, peut-être que s'il y a de la redondance, c'est qu'il y a un peu de vérité là-dedans. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai rencontré l'homme qui est aujourd'hui mon mari, et donc on est ici, mais pour le mieux finalement. Et puis,
Voilà, donc depuis 2018, depuis plus de 7 ans maintenant. D'accord. Et alors, on va donner la parole à Hermine qui lève la main, mais peut-être juste, vous parliez de redondance et tout à l'heure, on a échangé 2 minutes avant la vidéo avec Stan. Et je lui posais la même question. Et depuis combien de temps était-il en Turquie? Et il me disait, alors je ne sais plus le nombre d'années, mais en tout cas au début, il me disait c'était que pour 2 ans à la base, et puis finalement, j'y suis toujours. Donc en fait, effectivement, redondance, point commun, il y a en tout cas quelque chose qui se passe dans la mobilité. Alors, et je ne sais pas si vous suivrez la fin du webinaire avec nous, mais de mon côté, j'ai travaillé les enjeux et pour accompagner les enseignants qui se posent la question de la mobilité, j'ai fait un petit zoom sur comment on prépare sa mobilité. L'anticipation, c'est vraiment le maître mot. Et là, Sébastien vient me donner tort parce que lui l'a montré aussi. C'était un peu sur, ça s'est fait rapidement, mais l'anticipation et la préparation au retour aussi, qui, pour les gens qui partent pour une durée vraiment limitée, doit s'anticiper aussi. Hermine. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Madame Léa parce qu'elle parle beaucoup en termes de recrutement là, et puis il y a des questions aussi dans le chat là, je vois des questions qui se posent là-dessus. Nous, en termes de recrutement, comme le disait Sébastien tout à l'heure, nous avons une marge de liberté, en tout cas de choix, très différente de celui de la France. Les conditions sont, il faut une licence qui justifie la matière dans laquelle vous allez œuvrer après. Donc, si vous voulez venir enseigner français, il faut une licence qui soit lettres, et maths, physique, chimie, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment des procédures assez spécifiques. Mais comme le dit Madame Léa, même si c'est assez complexe de recruter pour nous, on a finalement une marge de liberté assez grande par rapport au recrutement. Alors après, si vous êtes enseignant en histoire-géographie, par exemple, il n'est pas possible de venir enseigner en Turquie. Quand on est étranger, il y a aussi une préférence nationale en termes des matières, donc il faut vraiment s'inscrire dans une des matières dispensées en français. Voilà, et par rapport à une des questions du chat, mais là Sébastien répondra mieux que moi puisqu'il est prof de biologie. En fait, nous suivons les programmes turcs dans les matières enseignées en français, mais l'objectif de nos établissements, c'est d'amener des méthodes pédagogiques qui ne sont pas forcément très développées en Turquie. En Turquie, on est encore sur beaucoup de cours magistraux et puis beaucoup d'apprentissage en termes de par cœur. Donc, nous, dans nos établissements et dans toutes les matières, on développe justement l'accès à l'esprit critique. Donc, dans les matières scientifiques, il y a de l'expérimentation, puisque nous tenons à former nos élèves qui, pour la plupart, vont aller étudier à l'étranger sur des méthodes qui sont voilà, des méthodes d'expérimentation en sciences et d'ouverture d'esprit critique en français. Donc, pour résumer, pour pouvoir postuler dans vos établissements, alors là, on parle des établissements en général, hein, pour Sainte-Pulchérie, mais c'est la même chose, j'imagine, pour le lycée Saint-Benoît. Les enseignants doivent justifier de la matière dans laquelle ils souhaitent enseigner, avec un niveau licence. Alors effectivement, peut-être, il y avait une question sur la chimie, physique, chimie. Donc c'est pareil en fait, c'est la même contrainte, hein, Hermine. C'est licence. J'ai une question contenue en sciences physiques par rapport au programme français. Y a-t-il des travaux pratiques pour ces sciences expérimentales? Là, il vaut mieux laisser la parole à un Sébastien. scientifique, donc Sébastien. Ouais. Je ne sais pas si Sébastien est là. Et oui, j'ai écrit la réponse, mais c'est ce que tu as dit, Hermine. En fait, ce sont les programmes turcs donc, qui sont beaucoup plus théoriques, puisque les programmes turcs préparent les élèves à répondre à des QCM pour le concours national d'entrée dans les universités. Mais nous, on a beaucoup d'élèves qui vont partir à l'étranger, puis on veut leur faire découvrir les sciences autrement. Donc on pousse les sciences expérimentales, on s'écarte souvent des programmes et on peut en terminale rajouter des heures de sciences expérimentales. On a la chance d'avoir 25 élèves par classe, autour de 25 élèves par classe, donc ça nous permet aussi d'avoir plus de temps pour accompagner les élèves.
Donc voilà, en sciences, ils redécouvrent en fait leur matière par ce regard des programmes turcs avec des élèves qui ont de très grandes capacités en calcul mental et en réflexion rapide. Mais par contre, effectivement, il y a des manques et c'est ça qu'on développe chez les élèves sur la rédaction, les problématiques, poser des problématiques, rédiger des réponses. Mais je pense que c'est pas que en sciences, ça doit être aussi à peu près la même chose dans toutes les matières. Pour accueillir peut-être Aileen, bonjour Aileen, est-ce que vous voulez vous présenter avant que, un peu sur votre parcours Oui, bonjour. Tout d'abord, je m'excuse, j'ai eu des difficultés pour me connecter. Bon, finalement, je suis là. Je m'appelle Aylin Kızıler Arslan. Et bon, je souhaite en parler aussi parce que j'ai été diplômée du lycée Notre-Dame de Sion, donc je fais partie de ce réseau francophone. Un fruit de ce réseau francophone et qui maintenant travaille dans une école francophone. Donc, je suis psychologue de formation et j'ai travaillé comme conseillère d'orientation et psychologue au lycée Notre-Dame de Sion avec Hermine Ridé qui est là. On a accompagné des élèves quand elle était professeure de français. Et puis, Madame Léa, elle a travaillé chez nous à notre établissement pendant 5 ans. Tout ça montre aussi le lien du réseau. Si je dois ajouter une particularité autre que mes collègues, on fait partie d'un ensemble maternel, primaire, collège et différents des lycées étrangers. On recrute nos élèves avec il vient si les familles souhaitent une éducation en français, une éducation bilingue en français, ils décident d'inscrire leurs enfants. C'est pas à la suite d'un concours national. Donc, de la part des parents, c'est un choix vraiment bien pensé, bien, réfléchi. Je ne sais pas si je suis toujours connectée, mais... Si, toujours. D'accord, ok. Donc, Monsieur Stanislav a parlé aussi de pouvoir travailler et créer les programmes de français, surtout en maternelle et puis à la première année du cycle du primaire ACP. Nous avons aussi la facilité et la flexibilité de créer un programme de français. Je peux dire que c'est comme une fusion du programme français langue maternelle et français langue étrangère. Parce que en maternelle, vis-à-vis des programmes du ministère de l'Éducation nationale, nous avons plus de flexibilité. Donc, Madame Léa, elle a eu l'expérience. Et puis, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Une autre particularité, c'est que les ensembles maternels, primaires, collèges sont des entités turques. En fait, notre école est dérivée de la fondation du lycée Notre-Dame de Sion. Mais pour le recrutement des professeurs de français, on reste quand même, on fait les mêmes procédures que les lycées étrangers comme Sébastien Mazin et Madame Hermine Ridé ont évoqué. En Turquie, Istanbul, il y a 3 écoles de notre type, je vais dire, et puis en il y a 3 écoles similaires. Mais bon, pour le recrutement, je ne pourrais pas donner des détails.
mais pour les recrutements de notre ensemble, ça reste plutôt le même que les lycées étrangers, comme Saint-Benoît, Saint-Puchéry, Notre-Dame-de-Sion. Et puis, bon, je pense que moi, j'ai eu un enseignement francophone dès l'âge de 11 ans. J'ai fait le collège et le lycée à Notre-Dame-de-Sion, mais pouvoir observer les jeunes, les plus petits, les plus jeunes à être immersés dans cette langue, c'est vraiment comment dire, une expérience à vivre parce que on ne leur enseigne pas simplement le français, mais le goût et le plaisir d'apprendre une langue étrangère. Merci. Stan, vous vouliez compléter? Oui, pardon, c'était juste quand on parlait de recrutement, je voulais parler de mon cas parce que je savais plutôt que c'était possible en fait avant de postuler à Istanbul. Moi, je suis titulaire de l'éducation nationale publique et voilà, j'ai pu quand même postuler et c'est en fait un type de contrat qui est intéressant parce que c'est un détachement. Et donc, comme détaché, je continue à progresser dans mes échelons. Donc, c'est un statut qui est quand même assez confortable quand on vient de l'éducation nationale française. Voilà. Merci, C'est une espèce de... c'est une vraie question, je pense, des personnes qui ont ces projets de mobilité. Effectivement, comment se passe le déroulé de leur carrière. Donc là, vous nous dites que vous aviez passé le concours de l'éducation nationale, donc vous étiez rattaché à un établissement public et vous avez postulé. Alors peut-être par quel biais, Stan, aviez-vous vu l'annonce? Euh, ANPE, C'était c'est une ça? autre époque, c'était il y a longtemps, c'était par du bouche à oreille. Vraiment, je connaissais pas du tout ce réseau assaillant. J'avais toujours eu envie de travailler à l'étranger, mais dans ma tête, il y avait l'AFE, et puis voilà, c'était en gros la voie principale, quoi. Et vraiment, c'est par hasard, en parlant de mon envie de mobilité, quelqu'un m'a dit, ah, mais tu devrais essayer ce réseau assaillant. Donc voilà, j'ai postulé par hasard. Et donc là, vous avez été recruté en tant qu'enseignant. Et les démarches que vous avez faites, alors j'ai vu que Isabelle Jouot, notre juriste qui va venir nous faire le point sur les formalités juridiques administratives est présente et ce sera le point suivant. Mais au niveau des démarches que vous avez faites pour continuer à garder votre avancement et votre parcours, en fait, il y a eu quelque chose de particulier ou ça s'est fait automatiquement? Le côté technique, mais je peux quand même dire qu'on est très 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 bien accompagné quand on arrive et c'est très confortable en fait. Parce que je le vois maintenant que j'ai un enfant. Obtenir un visa de travail, un permis de séjour, tout ça, c'est pas si simple que ça. Et là, il faut reconnaître quand même que l'établissement, on n'a pas grand-chose à faire en fait, hein. Un jour, on nous appelle, on dit voilà, ta carte est là et tout va bien. Et ça, c'est quand même très très confortable. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Mais oui, on est bien accueillis et ça permet une arrivée dans de bonnes conditions et c'est quand même très agréable. Merci. Hermine, peut-être compléter justement sur cet accueil des enseignants? Oui, sur l'accueil et puis sur le recrutement, parce que là, il y a deux choses parallèles. Donc, Stan, il est donc de l'enseignement français non catholique, donc il a le statut de détaché. Nous sommes directement en lien avec l'ambassade, donc il ne perd aucun droit. Mais si vous êtes certifié, j'ai vu cette question-là, me semble-t-il, de l'enseignement catholique, ce qui est mon cas, moi, à la base. En fait, nous gardons les mêmes grilles salariales que celles que vous suivez en France. Nous avons les grilles de l'ambassade. Et là aussi, on fait en sorte de laisser aux personnes tous les droits qui sont les leurs. À partir du moment où vous venez dans nos établissements, l'établissement cotise au niveau de la Caisse des Français à l'étranger pour tout ce qui est santé et une part vieillesse. Et pour ceux qui viennent du privé, nous cotisons aussi à Malakoff Humanis, donc à Agir Carco, pour assurer aussi l'avancement en termes
de retraite. Donc, comme le dit Stan, nous essayons d'accompagner, nous accompagnons les enseignants qui arrivent en Turquie dans toutes les étapes administratives qui peuvent, quand on vient de l'étranger, paraître lourdes, et elles le sont, mais chacun des établissements a à cœur vraiment de faciliter les choses. Et il y avait une question aussi, juste par rapport au recrutement aussi, pour postuler dans un établissement AEFE, donc il en existe un à Istanbul, un à Ankara. Si vous êtes certifié du privé, vous pouvez postuler aussi, suivez les sites, en fait, les annonces paraissent sur les sites. Par contre, si vous êtes certifié du privé dans un établissement AEFE, en tout cas en Turquie, vous aurez le statut de contrat local. Donc là, en termes d'avancement, je pense que c'est un petit peu différent, mais Madame Jouot saura sans doute répondre à ces questions. Et c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'il y a deux types de contrats. On le voit, soit on est contrat local, donc là pour les professeurs de notre réseau privé qui postulent sur un établissement AEFE, c'est ça, hein, Hermine. Et puis après, il y a les contrats. Alors vous, c'est pas un contrat local. On signe c'est un contrat de l'enseignant qui signe avec la tutelle. Qui est l'employeur dans vos établissements? Alors, pour le coup, on rentre dans des choses un petit peu plus complexes. L'employeur direct, j'ai envie de dire, c'est le chef d'établissement, c'est nous, mais les contrats de travail sont aussi signés par ce qu'on appelle le kurucu, c'est-à-dire le représentant du fondateur dans nos établissements. Donc voilà, c'est la tutelle, si vous voulez, c'est plus simple en le disant comme ça. Mais les entretiens d'embauche et les signatures de contrat se font d'abord avec le chef d'établissement. D'accord, merci beaucoup. Peut-être une dernière prise de parole ou envie de témoigner de Stan ou de Léa ou de Sébastien avant de passer la parole à Isabelle sur le côté formalité juridique. Oui, moi je voudrais bien ajouter quelque chose, si c'est possible. Et puis, c'est pour ça que je parlais de redondance un petit peu plus tôt, parce qu'il y a plein de choses que j'ai écrites pour mon petit peu de préparation. J'ai l'impression d'avoir volé des notes aux gens qui ont déjà intervenu. Mais c'est aussi pour vous dire que c'est tout à fait vrai. Je pense qu'avant en fait, je pensais pas que les gens allaient être aussi chaleureux et aussi accueillants. Et dès qu'on est nous-mêmes chaleureux avec les gens, ils nous le redonnent en double. Et j'ai souvent dit que, en fait, moi, je suis arrivée à 25 ans, toute seule en Turquie, mais je me suis jamais sentie seule. C'est-à-dire que dès que je suis arrivée, on m'invitait au brunch, on m'invitait en soirée, on m'invitait au café. Et en fait, j'ai jamais été seule. Dès mes premiers instants en Turquie, il y a vraiment une chaleur humaine et il y a un sentiment de communauté qui se crée très rapidement. Surtout que, bon, on en a parlé, moi je viens de très loin, donc je retourne pas souvent au Québec. Ce qui fait que c'est très important pour moi de ne pas se sentir seule. Et c'est ce que la Turquie m'a apporté parmi les richesses d'expérience, parce que quand on voyage avec notre métier, on fait pas qu'y travailler, on y vit aussi. Et tout à l'heure, on parlait de la vie en ville, et je voulais ajouter, alors moi je viens plutôt de la campagne, je viens plutôt de, voilà, je viens pas de la ville. Et quand je suis arrivée à Istanbul, je pensais que ça allait être très difficile de m'adapter à la vie en ville dont on parlait au départ. Mais en fait, dès que vous aimez conduire, tout est tellement accessible en Turquie. J'ai l'impression qu'on peut aller en métro dans une forêt, mais on peut aussi prendre une voiture, comme en ce moment, je suis à la montagne en séjour de ski, alors que j'étais à Istanbul ce matin. Donc il y a une mobilité qui se fait. Et parlant de mobilité, d'autant plus, encore une fois, considérant d'où je viens, le fait qu'on soit en Turquie fait en sorte que vous pouvez bouger énormément. Donc, dès qu'on a des semaines de vacances ou des longs week-ends ou des ponts ou le congé d'été, peut-être que c'est pas impressionnant pour les gens qui viennent de la France, mais pour quelqu'un comme moi, le fait de pouvoir, la semaine passée, être en Italie, cette semaine, être en voyage de ski à la montagne, et dès qu'il y a des vacances, de voyager dans un autre pays, c'est vraiment une chance extraordinaire qui est vraiment un truc de gens hyper privilégiés, là d'où je viens, de pouvoir, voyager et prendre l'avion aussi souvent. Alors qu'en Turquie, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Donc au-delà du travail voilà, où moi je me plais beaucoup, la vie en Turquie, fait en sorte qu'on se sent jamais vraiment seul et on se sent près de tout. Parce que tout à l'heure, madame Ayline, elle en a parlé aussi, il y a un réseau qui se crée. Donc en tant que francophone, dès qu'on est francophone,
on a vraiment l'impression d'avoir plein de gens autour de nous parce que c'est une petite communauté, les francophones d'Istanbul, et finalement tout le monde se tient ensemble. Et donc, si c'est le fait d'être loin de la maison et d'être seul dans l'expatriation qui vous fait peur, moi je pense que la Turquie, c'est vraiment le meilleur pays où vous vous sentirez jamais seul. Je pense que je me sens mieux qu'en famille en Turquie parce que les gens, ils ont la porte ouverte et ils vont vous inviter et puis vous serez jamais seul. Ils sont très amicaux et chaleureux d'emblée. Merci Léa. Et oui, je crois que vous êtes en vacances hein, en Turquie en ce moment. Ouais, donc un grand merci, d'autant plus à vous tous de pendant vos vacances, nous avoir consacré ce temps de témoignage. Donc, je vais laisser la parole à Stan avant de conclure sur vos témoignages. Je vais pas prendre la parole longtemps, mais c'est juste pour dire que l'une des raisons pour lesquelles je suis parti de France, c'est que j'en avais un peu ras-le-bol d'être méprisé en tant que prof, enfin, d'être déconsidéré en tant que prof, enfin, je sais pas, d'être. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ça en Turquie, et je trouve que c'est très agréable en fait, à la fois dans la société. Il y a quand même encore un respect de ce rôle de professeur-là. Et puis au sein des classes, quoi. On a quand même des élèves qui sont très sympathiques et chaleureux, et c'est confortable, c'est agréable d'ouvrir la salle de cours et de savoir que ça va bien se passer a priori. Et voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles je reste. Merci beaucoup. C'était important pour nous de pouvoir vous écouter, soit en tant que directrice, directeur d'établissement ou en tant qu'enseignant avec votre parcours. Alors, sur ce webinaire-là, on a un peu axé sur la Turquie, mais évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Alors, peut-être qu'il y aurait des modifications, on va le voir aussi sur les formalités juridiques en termes de contrats, d'environnement, mais l'expatriation, le fait de quitter finalement son pays et ce qu'on connaît, c'est valable dans n'importe quel pays de destination. Donc, un immense merci à vous tous. Isabelle, est-ce que tu es là? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vous ai rejoint. Donc, j'écoute depuis 5-10 minutes. Et d'ailleurs, en préambule, je vais rebondir sur une des interventions, je crois, de Stan et sur la notion de détachement. Mais effectivement, avec vous, je vais aborder l'aspect juridique, je dirais, de votre séjour à l'étranger pour y enseigner. Je commence tout de suite, Marie-Amélie. Je te laisse passer les diapos. Je Oui, parce passe que les slides. Pas de voilà, au fur et à problème. mesure, de toute J'avance. façon, de mes explications, tu sauras où j'en suis rendue. Et Alors, sinon, tu me rappelles à l'ordre. voilà. Et en vous précisant que je vais peut-être rentrer dans le détail, vous assommer avec des articles et tout, mais ce que je vous propose, c'est par le biais de Marie-Caroline de vous envoyer le topo écrit que j'envoie systématiquement chaque fois à la fin de mes interventions, si vous en êtes d'accord. C'est bon comme ça? Je pars du principe que je fais d'abord un exposé, on va dire un petit peu théorique, et puis on se garde un temps de questions-réponses à la fin de cet exposé. Est-ce que sur le principe, vous en êtes tous d'accord? Ouais? Alors, je reprends juste, il n'y a pas de possibilité. Alors, les questions peuvent les poser dans le chat. D'accord, ok. Et éventuellement, peut-être on pourra refaire un petit point à la fin et que tu puisses amener un premier niveau de réponse à la fin de ta présentation, si ça te va. D'accord. Ok. Alors, donc, moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Stan tout à l'heure. Je me permets d'utiliser le prénom. Effectivement, votre situation, Stan, est particulière parce que vous êtes enseignant donc relevant directement de l'éducation nationale, vous êtes fonctionnaire titulaire et vous bénéficiez d'une position qui n'est pas ouverte aux maîtres contractuels qui donc exercent dans les établissements sous contrat d'association et aux maîtres agréés qui exercent dans les établissements sous contrat simple, puisque vous bénéficiez d'un détachement et le détachement est une position statutaire que les maîtres contractuels et les maîtres agréés ne peuvent pas bénéficier. Donc, si un enseignant, qu'il soit maître délégué, qu'il soit maître contractuel, c'est-à-dire exerçant dans un établissement sous contrat d'association, ou un maître agréé exerçant dans un établissement sous contrat simple, dès lors que ces agents qui sont pour certains d'entre eux, agents publics de l'État, il n'y a que les maîtres agréés qui sont salariés de droit privé, veulent partir enseigner à l'étranger, ils doivent, pour les uns, se mettre soit en disponibilité, soit en congé. Et je vais y revenir, puisque effectivement, l'article R914-105 du Code de l'éducation transpose aux maîtres contractuels et agréés le régime des disponibilités dont bénéficient les maîtres de l'enseignement public. Donc, si aujourd'hui,
et c'est depuis 2009 que cette transposition a été faite, si aujourd'hui un maître contractuel ou un maître agréé veut partir enseigner à l'étranger, il doit absolument solliciter une disponibilité et il demandera une réintégration à son retour. Mais s'il ne se met pas en disponibilité, cela signifie qu'il perd définitivement son contrat avec l'État ou son agrément avec l'État. Donc, il faut absolument prêter attention à cela. Il faut véritablement se mettre en disponibilité. Les maîtres délégués, c'est-à-dire, pour faire court, ce sont les suppléants qui occupent des emplois qui n'ont pas été pourvus par des maîtres contractuels ou des maîtres agréés ou qui remplacent des maîtres contractuels et agréés en congé, maladie, congé parental, etc. Eh bien, ces maîtres, eux, à partir du moment où ils justifient d'une certaine ancienneté, ne bénéficient pas d'une disponibilité, mais leur statut est calé sur les agents contractuels de la fonction publique et à ce moment-là, il faut qu'ils demandent un congé pour disponibilité, pour convenance personnelle. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder au niveau statutaire. Il faut absolument demander une disponibilité. Alors, il existe plusieurs types de disponibilité auxquelles vous pouvez faire, entre guillemets, appel. La première d'entre elles, bien évidemment, c'est la disponibilité pour convenance personnelle. Mais selon votre situation familiale, on pourrait éventuellement envisager une disponibilité pour suivi de conjoint. Par exemple, l'enseignant qui suit son mari ou son conjoint à l'étranger parce qu'il a été muté là-bas, eh bien à ce moment-là, il peut demander une disponibilité pour suivi de conjoint. On peut éventuellement également demander une disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. Ça, c'est tout à fait envisageable. Alors, la disponibilité pour convenance personnelle, elle n'est accordée que, c'est pas une disponibilité de droit, elle est accordée dans l'intérêt du service, alors que les deux autres que j'ai évoquées, savoir la disponibilité pour suivi de conjoint et puis pour élever un enfant de moins de 12 ans, pardonnez-moi, ça, ces deux disponibilités, elles sont de droit. Et donc, pour suivi de conjoint, elle dure autant de temps que la situation de mutation du conjoint existe. Pour élever un enfant de moins de 12 ans, vous avez compris, elle existe jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Et pour la disponibilité pour convenance personnelle, elle est de 10 ans sur l'ensemble de la carrière. Alors, depuis mars 2019, la disponibilité pour convenance personnelle, elle était accordée pour une première période de 5 ans. Et pour pouvoir bénéficier d'une deuxième période de disponibilité de 5 ans, le maître devait reprendre une activité d'enseignement en tant que maître contractuel ou agréé pendant au minimum 18 mois. Sachez que cette obligation de demander une réintégration au terme d'une première période de 5 ans, elle a été supprimée par décret là, du 5 décembre 2025. C'est vraiment tout à fait tout récent. Et désormais, en fait, la durée de la disponibilité pour convenance personnelle, la première période, elle ne peut pas excéder 5 ans, mais elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de 10 ans pour l'ensemble toujours de la carrière. Et il n'y a plus d'obligation de reprendre une activité de 18 mois. Et ça a été supprimé, donc je me répète, en décembre 2025. Donc ça veut dire que dans le cadre du régime de la disponibilité pour convenance personnelle, vous pouvez partir 10 ans à l'étranger sans rien craindre, sans perdre la crainte en fait et de perdre le contrat. Et donc là, en disponibilité pour convenance personnelle, vous pouvez l'avoir, en bénéficier pendant 10 ans d'affilée. Alors, bien sûr, pendant ces disponibilités, je ne sais pas, est-ce que parmi vous, il y a des maîtres qui exercent dans des établissements sous contrat simple, c'est-à-dire des écoles? Alors, on regarde dans les questions parce qu'on n'a pas, ils n'ont pas la possibilité Ah, d'accord, de me répondre. Alors, attends, on regarde, peut-être qu'il y a eu des réponses. Il y a une question. Non, on n'a pas de réponse. Je pense On a pas, une- parce qu'elles sont très très rares. Et puis au besoin, de toute façon, j'apporterai ces précisions-là dans le topo écrit, parce que ce que je viens de vous dire, ça vaut pour les maîtres contractuels, ça vaut également pour les maîtres agréés, c'est-à-dire les maîtres exerçant dans des établissements primaires sous contrat simple. Mais ce que je voulais dire, c'est que les maîtres contractuels, les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont des agents publics de l'État. En revanche, lorsqu'ils exercent dans un établissement sous contrat simple, ils sont payés par l'État, mais ils sont salariés de droit privé, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat de travail avec l'OGEC, mais il n'empêche que de toute façon, il faudra quand même respecter ces principes concernant la disponibilité que je viens d'exposer, parce qu'ils bénéficient du même régime des disponibilités que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
Isabelle, je me permets de te répondre, il y a une question sur la différence entre, la signification de maître agréé et certifié. Donc vraiment de refaire Alors, en fait, maître certifié, un maître, il est rémunéré sur une échelle de titulaire de l'enseignement public. Donc, vous allez avoir des maîtres professeurs des écoles, des maîtres certifiés, des maîtres agrégés, des maîtres professeurs de lycée professionnel. C'est une échelle de rémunération quand on parle de certifié. En fait, tous les maîtres, qu'ils soient agrégés, professeurs des écoles, maîtres certifiés, professeurs PLP, eh bien, ce sont des maîtres contractuels dès lors qu'ils exercent dans un établissement sous contrat d'association, d'accord? Et les maîtres agréés, eux, ça ne concerne que le premier degré. Donc, ça ne peut concerner que des professeurs des écoles qui exercent dans un établissement sous contrat simple. En fait, la différence entre maître contractuel et maître agréé dépend du contrat qui lie l'école dans laquelle ces maîtres exercent, qui lie donc l'école à l'État. C'est tout. C'est là la différence. D'accord? Mais certifié, en fait, c'est une échelle de rémunération. OK. Donc, pour nous, en fait, on parle de maître contractuel et de maître agréé. Maître contractuel, je me répète, il travaille dans un établissement sous contrat d'association, il est agent public de l'État. Maître agréé, lui, il travaille dans une école sous contrat simple, il est rémunéré par l'État, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas agent public de l'État, il est salarié de droit privé. Voilà. Mais il n'empêche que, voilà, qu'on soit maître contractuel ou maître agréé vis-à-vis de l'administration, il faut demander une disponibilité. Sinon, on perd définitivement le bénéfice de son contrat ou de son agrément, ce qui signifie que lorsqu'on revient en France et qu'on a perdu le bénéfice de son contrat ou de son agrément parce que on a réintégré au bout de 10 ans ou on a oublié, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais ou qu'on a oublié de se mettre en disponibilité, ça veut dire qu'on doit repasser le concours pour pouvoir bénéficier à nouveau d'un contrat avec l'État ou d'un agrément avec l'État. Et donc, toujours pour finir sur cette différence entre maître contractuel et maître agréé. Donc, un maître contractuel demande une disponibilité, un maître agréé demande également une disponibilité vis-à-vis de l'autorité académique, mais en plus, il doit demander un congé pour convenance personnelle auprès de l'association qu'il emploie, donc dans les établissements catholiques, l'OGEC, parce que, comme je vous l'ai dit, il est salarié de droit privé. Donc, il doit régulariser sa situation non seulement auprès de l'autorité académique, mais il doit également régulariser sa situation auprès de son employeur de droit privé, à savoir l'OGEC. Voilà pour la position statutaire. Donc, à la fin de la disponibilité, il faut que le maître, lorsqu'il veut réintégrer un emploi en France, quand il veut revenir occuper un emploi d'enseignant dans un établissement sous contrat simple ou sous contrat d'association, il faut bien évidemment qu'il fasse une demande de réintégration auprès de l'autorité académique dont il relève, donc inspection académique pour le premier degré et puis rectorat dans le second degré. Et il faut qu'il participe bien évidemment au mouvement de l'emploi qui est organisé par l'administration. D'accord? Mais également, là je parle pour les maîtres donc, de l'enseignement catholique, par l'enseignement catholique, puisque vous le savez, l'emploi est organisé au sein de notre réseau par des commissions diocésaines ou interdiocésaines de l'emploi dans le premier degré et par des commissions académiques de l'emploi dans le second degré. Donc systématiquement, lorsque vous arrivez au terme de votre disponibilité, lorsque vous voudrez réintégrer un emploi en France, il vous faudra absolument participer au mouvement, vous faire connaître, donc faire part à l'administration que vous voulez réintégrer et donc que vous voulez participer au mouvement de l'emploi. Et même chose auprès des commissions diocésaines et interdiocésaines ou académiques de l'emploi au sein de l'enseignement catholique. J'ai oublié de vous préciser une chose. La disponibilité pour convenance personnelle, elle n'est accessible que aux seuls enseignants contractuels ou agréés définitifs. Ça veut dire que un maître contractuel ou agréé qui fait son année de stage suite à l'obtention de son concours. Donc, la première année après l'obtention du stage, il est stagiaire, du concours, pardonnez-moi, il est stagiaire, il a un contrat provisoire et là, le départ à l'étranger n'est absolument pas possible. D'accord? Puisqu'il faut qu'il fasse son année de stage pour valider son concours. Donc, c'est seulement une fois qu'il aura eu un contrat définitif ou un agrément définitif qu'il peut partir enseigner à l'étranger. Je parle pas, je pense pas que ce soit utile, à moins que vraiment il y ait quelqu'un qui soit dans cette situation-là parmi les auditeurs là. Je parle pas des enseignants qui sont partis enseigner à l'étranger avant
le 1er septembre 2009. Hein. Je vous ai dit en préambule que les maîtres contractuels et les maîtres agréés ne bénéficient du régime de disponibilité que depuis le 1er septembre 2009. Avant le 1er septembre 2009, en fait, les maîtres qui voulaient partir à l'étranger devaient interrompre leur contrat parce qu'ils ne bénéficiaient pas des disponibilités. Donc, ils interrompaient leur contrat et ils demeuraient en interruption de contrat jusqu'à leur retour en France pour obtenir un nouveau contrat ou un nouvel agrément avec l'État. Mais voilà, le principe est le même et les conditions de réintégration, de toute façon, sont identiques à celles que connaîtrait un maître qui est en disponibilité pour convenance personnelle ou suivi de conjoint ou pour élever un enfant de moins de 12 ans. Je vous ai dit que les maîtres délégués n'étaient pas donc des maîtres contractuels agréés, mais qu'ils ne bénéficiaient pas du régime de disponibilité. Ces derniers, je vous l'ai dit, ne bénéficient que d'un congé pour convenance personnelle, mais le principe est le même. Hein, c'est une durée maximale de 5 ans, renouvelable une fois dans la limite de 10 années. Voilà pour la position statutaire. Concernant l'ancienneté, alors, là encore, il faut se référer à l'article R 914-80 du Code de l'éducation qui dispose que les services effectués à l'étranger sont pris en compte dans l'ancienneté du maître contractuel ou agréé lorsqu'il réintègre donc un emploi d'enseignant en France, sous réserve, il y a deux choses, sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français, d'accord, et que l'enseignement soit conforme au programme ou que l'enseignement soit conforme au programme officiel français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France. Et donc, ces demandes de prise en compte de l'ancienneté, elle est appréciée, je dirais, par référence à une liste d'établissements scolaires français à l'étranger qui est établie par le ministère de l'Éducation nationale. Et si l'établissement ne figure pas sur cette liste-là, eh bien, il vous suffit d'avoir un certificat qui est établi par le représentant français à l'étranger, donc le consulat, pour faire bref, qui vous délivrera un certificat et qui attestera que l'enseignement a été dispensé dans les conditions sus-évoquées, c'est-à-dire enseignement dispensé en français ou enseignement conforme au programme officiel français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France. Et si éventuellement ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, le maître qui a été placé en disponibilité pour convenance personnelle ou pour suivi de conjoint ou pour élever un enfant de moins de 12 ans, eh bien, il peut malgré tout, et donc qui a exercé une activité professionnelle, ce qui sera le cas puisque vous aurez un contrat de droit local avec l'établissement étranger dans lequel vous exercerez, eh bien, vous pourrez avoir une prise en compte de votre ancienneté. Je crois qu'elle est, il faudrait que je vérifie, mais c'est dans la limite, non, je suis quasiment sûre et certaine, c'est dans la limite de 5 ans, sous réserve que vous puissiez prouver que vous avez effectué une quotité minimale de travail de 600 heures par an. Donc, voilà. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que même si les conditions que je vous ai indiquées, à savoir si l'enseignement n'a pas été dispensé en français ou si l'enseignement ne contribuait pas au rayonnement de la culture française, eh bien, dans le cadre de ces disponibilités, hein, depuis 2018, eh bien, l'ancienneté acquise dans une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, hein, vous pourriez d'ailleurs, je dis n'importe quoi, vendre des fleurs en Nouvelle-Calédonie pendant votre disponibilité, dès lors que vous avez un statut de salarié, eh bien, cette ancienneté sera prise en considération lors de votre retour en France. Et c'est pareil pour élever un enfant de moins de 12 ans, il n'y a même pas besoin d'avoir exercé une activité professionnelle. Le maître conserve ses droits à avancement d'échelon et de grade pendant 5 ans également. Voilà sur la position statutaire, sur l'ancienneté. Concernant les démarches avant le départ, alors bien évidemment, là encore, je vous ai dit, il faut que vous soyez en situation de disponibilité, donc il faut que vous preniez contact avec l'autorité académique dont vous relevez pour solliciter une de ces disponibilités. Je vous ai dit, elles sont accordées de droit pour la disponibilité pour suivi de conjoint ou pour élever un enfant de moins de 12 ans. Pour la disponibilité pour convenance personnelle, elle est accordée dans l'intérêt du service. À mon avis, alors il n'y a pas de délai. Normalement, elle doit de toute façon être déposée au moins 2 mois avant le départ en disponibilité. Mais dès que vous avez cette intention de partir à l'étranger, moi, je vous conseille bien évidemment de faire cette demande le plus tôt possible afin de pouvoir éventuellement rebondir en cas de refus.
Là encore, même chose si vous envisagez de demander une disponibilité pour convenance personnelle. Indiquez également à l'autorité académique que cette disponibilité, vous la sollicitez pour aller enseigner à l'étranger, pour éviter éventuellement tout risque éventuel de conflit d'intérêts avec votre activité dans le service public, puisque je vous ai dit, un maître contractuel, vous êtes agent public de l'État. Même chose, alors ça c'est par rapport à l'académie, mais je vous ai dit, le mouvement de l'emploi est organisé en interne par les commissions diocésaines de l'emploi ou les commissions académiques de l'emploi. Là encore, il faut que vous respectiez le calendrier fixé par la commission diocésaine de l'emploi d'où vous dépendez, pour indiquer à votre chef d'établissement que vous allez, et au président de la commission diocésaine ou académique de l'emploi, que vous avez l'intention de demander à bénéficier d'une disponibilité. Et donc, dans l'attente de la réponse et dans l'attente de votre départ définitif, eh bien, dans ce cas-là, votre poste est déclaré susceptible d'être vacant. Si, au final, votre projet est abandonné, eh bien, vous conservez votre emploi. Et si votre demande est acceptée, eh bien, l'emploi est déclaré vacant et il sera systématiquement confié à un autre maître contractuel ou un autre maître agréé. Alors, avec un petit bémol quand même, si jamais vous remplissez les conditions et que vous demandez une disponibilité pas poursuivie de conjoint pour élever un enfant de moins de 12 ans, sachez que votre emploi est déclaré et protégé pendant au moins une année scolaire. Donc, si vous demandez une disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans à partir du 1er septembre 2026, il sera protégé. Donc, vous n'avez pas de démarche. Il sera protégé à faire auprès de l'académie ou auprès de la commission diocésaine de l'emploi, hormis, bien évidemment, la demande de disponibilité, mais il sera protégé du 1er septembre 2026 au 31 août 2027. Si vous demandez à proroger cette disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans, en revanche, là, par contre, votre poste sera déclaré vacant, il ne sera plus protégé au terme de cette première année. Que vous dire de plus sur les démarches à entreprendre avant le départ? Non, je pense que je vous ai tout dit. En revanche, départ avant le retour, eh bien, même chose, hein, vous devez informer l'autorité académique que vous allez que vous présentez une demande de réintégration. Même chose, il faut que vous preniez contact avec la commission diocésaine de l'emploi, avec le président de la commission diocésaine de l'emploi et de la commission académique de l'emploi que vous voulez participer au mouvement. Et au regard des règles posées par nos accords sur l'emploi, vous bénéficierez d'une priorité d'accès aux emplois vacants qui est différente selon que vous allez réintégrer le diocèse ou l'académie dans lequel ou laquelle vous exerciez avant de partir en disponibilité. Si vous demandez à réintégrer dans ce diocèse ou dans cette académie, votre demande sera codifiée A3, c'est-à-dire que vous êtes quasiment sûr de retrouver un emploi très rapidement, puisque la codification A3 est celle que l'on accorde grosso modo aux maîtres en demande de réemploi. Donc vous passerez juste après les maîtres qui sont en perte d'emploi du diocèse ou de l'académie. Donc voilà, vous avez quand même normalement aucune difficulté à retrouver un emploi dans l'académie ou dans le diocèse dans lequel vous exerciez avant de partir en disponibilité. Si vous profitez de votre retour en France pour changer de diocèse ou changer d'académie, dans ce cas-là, votre demande sera examinée au titre des mutations, d'accord ? Et donc la codification, elle est différente selon que vous justifierez d'impératifs familiaux ou pas. Donc B4, B5 dans le premier degré, mais enfin ça c'est vraiment du détail, ou B3, B4 dans le second degré. Et si jamais, franchement ça m'étonnerait, si aucun emploi n'est disponible dans le diocèse ou dans l'académie sollicitée, eh bien, vous devrez, les mécanismes des accords sur l'emploi seront mis en œuvre afin de vous proposer un emploi dans un autre diocèse ou dans une autre académie. Si normalement, vous pourriez de même obtenir pour le second degré le droit de passer au niveau national, et donc votre dossier sera traité en commission nationale d'affectation pour que on puisse vous trouver un emploi à votre retour en France. Voilà pour la situation vraiment administrative. Donc on a vu avancement,
ancienneté, on a vu les démarches à faire avant et de partir et au retour en France. Concernant la retraite, alors, il faut savoir que tout dépendra du pays où vous allez enseigner. Les périodes effectuées à l'étranger peuvent être prises en compte dans le calcul de la retraite qui vous sera servie au terme de votre carrière par le régime de la sécurité sociale. Et dès lors que vous avez enseigné dans un établissement qui relève de l'Union européenne ou dans un pays appartenant à l'espace économique européen. Hein, il y a automatiquement une coordination qui a été instituée entre ces pays pour la... Même chose si vous avez enseigné dans un pays avec lequel la France a signé un accord de sécurité sociale. Et la liste des pays concernés est disponible sur le site de l'assurance retraite. Donc là, les modalités de prise en compte et de calcul de la retraite dépendra de l'accord signé entre la France et le pays dans lequel vous avez enseigné. Si aucun accord n'a été signé entre la France et le pays dans lequel vous aurez enseigné, eh bien, la retraite française, enfin la retraite qui vous sera servie par le régime de sécurité sociale, ne prendra en considération que votre seule activité en France. D'accord? Alors, bien sûr, si vous avez par ailleurs cotisé au régime local de retraite du pays dans lequel vous avez enseigné, vous recevrez une retraite de ce pays, mais pour le régime sécurité sociale, eh bien, vous ne recevrez qu'une retraite calculée sur la base de la seule activité que vous avez exercée en France. Maintenant, il y a des possibilités pour ceux qui veulent s'expatrier de continuer à cotiser pour la retraite versée par le régime de sécurité sociale français. Et dans ce cas-là, ça demande que vous vous assuriez volontairement auprès de la Caisse des Français à l'étranger. Idem pour la protection sociale, tout dépend du pays dans lequel vous allez enseigner, tout dépend si il fait partie de l'Union européenne, s'il y a une convention bilatérale entre la France et le pays d'accueil. Hors communauté européenne et donc comme pour la retraite en fait, et hors convention bilatérale spécifique entre la France et le pays où vous allez enseigner, eh bien, sachez que les droits à la sécurité sociale française ne s'appliquent pas en dehors du territoire français. Donc là encore, il faudra que vous teniez compte des règles locales. Est-ce que vous pouvez bénéficier d'un régime local de protection sociale dans le pays? Quels sont les risques couverts? À quelle hauteur? Et donc, en fonction des réponses que vous aurez, eh bien, il sera peut-être nécessaire encore, afin de préserver vos intérêts, soit d'adhérer à la Caisse des Français à l'étranger, soit d'adhérer à une complémentaire santé expatriée internationale. Notamment, enfin, je pense à ça, notamment pour les pays où les frais de santé sont extrêmement élevés. Je pense aux États-Unis, au Japon, au Brésil. Donc peut-être que déjà, même si vous avez adhéré à la Caisse des Français de l'étranger, eh bien, ils vous apporteront bien évidemment, ils vous rembourseront certains frais, mais ce remboursement sera fait sur la base des tarifs et des taux de la sécurité sociale en France. Donc, si jamais les frais sont beaucoup plus élevés, ce sera de votre poche. Donc, dans ce type de pays, le reste à charge sera peut-être très élevé et ça nécessitera peut-être, enfin, ça sera à vous bien évidemment de l'apprécier, ça nécessitera peut-être que vous preniez la décision d'adhérer à une complémentaire santé expatriée. En tout cas, et je finirai là-dessus, ce que j'ai envie de vous dire, c'est tant pour la retraite que pour la protection sociale, il faut que vous vous renseigniez avant votre départ, soit sur la caisse de retraite, soit auprès de la sécurité sociale. Mais sachez qu'il y a également un site, alors j'espère que, je n'ai pas vérifié avant de prendre la parole, mais il y a mais je pense qu'il existe toujours, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Mais sinon, bah, voilà, vous allez auprès de votre caisse de sécurité sociale, mais vous pouvez noter sur Internet, vous mettez Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale et vous trouverez des réponses très certainement à votre situation. Voilà ce que je voulais vous dire sur donc la situation administrative, les problèmes d'ancienneté, d'avancement d'échelon, protection sociale, retraite. Et comme je l'ai indiqué en début d'intervention, j'enverrai le topo écrit plus détaillé sur le sujet.
Alors, je ne sais pas si dans le chat, il y a Merci, des... merci Isabelle. Alors si, ça a débordé de questions sur ta prise de parole. On va pas malheureusement avoir le temps de toutes les prendre, mais déjà tu enverras ta note. Ouais. Et puis peut-être j'en choisis une comme ça qui est voilà, par exemple, peut-on être à temps partiel annualisé en France et enseigner en contrat local à l'étranger? Ah oui, pour moi, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on est à temps partiel annualisé, on a travaillé 6 mois, enfin 4 mois et demi, 6 mois, peu importe. En France, on fait ce qu'on veut de cette deuxième partie de l'année. Pas de souci. Et une question qui revient régulièrement aussi, et ce sera la dernière avant d'enchaîner, c'est comment cela se passe-t-il si on demande une disponibilité pour convenance personnelle, mais que nous n'obtenons pas de poste à l'étranger? Peut-on l'annuler? Doit-on se mettre dans le mouvement de l'emploi? Doit-on respecter un calendrier ou attendre une réponse positive d'un établissement à l'étranger pour postuler? Il y a cette notion de calendrier, en De fait. Dans quel calendrier, ordre alors. faire les choses? Alors là, je ne vais pas vous apporter une réponse très, très précise. En fait, si on demande une disponibilité pour convenance personnelle, une fois qu'elle est accordée, elle est accordée. Mais tout dépend du motif. C'est pour ça que je trouve qu'il est toujours intéressant, sans rentrer dans le détail, d'indiquer les motifs pour lesquels vous demandez une disponibilité pour convenance personnelle et puis de voir avec l'inspection académique, enfin les services de l'enseignement privé de l'académie, de dire, bah voilà, si jamais j'ai une réponse négative, est-ce que je pourrais revenir sur ma demande de disponibilité? Mais en tout état de cause, si vous revenez sur votre disponibilité, il faut que ce soit fait assez rapidement parce que si votre emploi, alors non, parce que vous avez pris le soin de déclarer votre emploi susceptible d'être vacant. Donc il ne peut pas être confié à un autre enseignant tant qu'il n'a pas été déclaré vacant. Donc ça veut dire que vous avez signalé que vous avez obtenu votre disponibilité et que vous partez à l'étranger. Maintenant, sur le fait de revenir sur la disponibilité et donc sur l'autorisation de la disponibilité, tout dépendra de l'autorité académique. Certains l'accepteront, d'autres ne l'accepteront peut-être pas. Ce qu'on se propose, c'est peut-être de synthétiser un peu les questions, de les regrouper, d'en faire des thématiques, et puis peut-être on les ajoutera sur la note ou en lien, en tout cas quand on enverra le support. Oui, On essaiera de répondre. si effectivement ma note ne répond pas à ces questions-là, eh bien, j'apporterai des précisions, il n'y a pas de souci. Super. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. Bon courage à vous Euh, tous. je- Bonne je nous pro- continuation. Merci beaucoup. Je nous propose d'enchaîner pour cette dernière, avant la fin de ce webinaire sur les enjeux de la mobilité. Donc, on vient de le voir avec ces témoignages. On se rend compte que le projet de mobilité ne s'improvise pas. Et on va prendre le temps de travailler le pourquoi, le quand, le comment et l'adéquation. En fait, hop, je reprends la main, voilà. On va essayer de mettre en cohérence ces trois dimensions pour la première question à vous poser, vous qui êtes présent et du coup qui êtes intéressé par ce projet de mobilité et d'expatriation pour enseigner à l'étranger, qu'est-ce qui vous motive pour ce départ? Qu'est-ce qui va motiver votre départ? On l'a entendu tout à l'heure avec Léa qui avait une motivation qu'elle portait depuis des années. En fait, elle avait étudié pour enseigner à l'étranger. Il y en a d'autres, c'est pour convenance personnelle, par envie de voyager, par envie de découvrir. Mais cette question, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce moteur, quand vous l'aurez identifié, va vous permettre à terme d'être la clé pour surmonter les défis que vous pourriez avoir à relever sur place. Ensuite, le deuxième point, c'est l'anticipation du projet, le quand et le comment. Alors, on l'a vu hein, et à l'instant avec Isabelle sur l'anticipation, sur la préparation. Donc, ça va demander un travail de suivi administratif, mais également à titre personnel. Alors, on l'a vu avec Stan et puis avec Sébastien. Ils sont partis en début de carrière. Ils étaient seuls, mais il se peut que parmi vous, vous soyez en famille et que du coup, ce projet de mobilité professionnelle ne va pas être un projet individuel, mais ça va être un projet familial. Il va falloir alors tenir compte du calendrier scolaire et des démarches administratives. Et puis, vous me rappelez aussi que aller enseigner à l'étranger, ça ne va pas être une parenthèse, mais ça va être vraiment une étape de votre carrière. Et vous allez revenir avec chargé de souvenirs, de nouvelles formations, de nouvelles compétences suite à cette expatriation.
Et puis enfin, les enjeux. Le projet de partir, ça va être aussi accepter pour vous, enseignants, de vous mettre en situation d'apprentissage. Et vous allez changer de statut parce que vous allez passer d'un enseignant expert dans votre domaine, dans votre environnement professionnel, dans votre pays, à celui d'un enseignant qui doit réapprendre les bases d'un nouvel environnement. Vous allez avoir de nouveaux codes professionnels, de nouveaux collègues avec une culture différente, etc. Et donc tout ça, sur votre projet, ça doit être anticipé et ça doit être assimilé pour que votre expatriation se passe bien. Puisqu'en fait, le désir d'enseigner à l'étranger va être un acte professionnel engageant et que l'anticipation va être le maître mot pardon, pour vivre votre atterrissage le mieux possible. Et j'en reviens à cette citation pardon, que je vous remets rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vue, avec cette impulsion de ne pas craindre d'ouvrir les frontières puisque en fait, cette expatriation va vous permettre de puiser une espérance nouvelle pour votre mission pédagogique. Il nous semblait aussi important dans les représentations qu'on peut se faire de cette mobilité professionnelle de venir mettre en opposition, alors opposition peut-être pas, mais en tout cas en avant les différences qu'on peut avoir entre une mobilité d'agrément comme un voyage touristique et cette mobilité professionnelle et de l'avoir sous les 6 principales caractéristiques que vous avez sur la gauche. Donc, évidemment, une expatriation va être plus longue qu'un voyage touristique, puisque vous allez partir pour plusieurs années et peut-être vous allez vous dire que vous partez pour 2 ans et vous allez vous retrouver comme nos témoins tout à l'heure, au bout de 10 ans, toujours dans le même pays où vous aurez changé de pays. Mais il y a cette différence de durée. L'objectif principal, évidemment, quand vous partez en vacances, c'est plus le dépaysement et la découverte. Tandis que sur une mobilité professionnelle, il va y avoir ce travail d'insertion professionnelle et de développement des compétences. Par rapport à votre posture, quand on visite, l'environnement s'adapte. Quand vous êtes acteur et que vous êtes professionnel dans un pays étranger, il y a une nécessité de s'intégrer dans le tissu local. La vie quotidienne, évidemment, quand on est en vacances, c'est simple, il n'y a pas de contraintes. Quand vous travaillez, vous allez devoir intégrer un quotidien et des contraintes sociales qui sont différentes. Alors, fortes ou pas fortes, mais en tout cas, qui sont différentes de celles que vous connaissez et celles que vous maîtrisez. Donc, il y aura toujours un petit laps de temps qui va vous permettre vraiment de vous sentir au quotidien, chez vous, à l'étranger. Le cadre professionnel, on l'a dit tout à l'heure et on en a parlé un petit peu avec nos témoins. Évidemment, il y a des codes professionnels qui sont différents et pour le métier d'enseignant, des pédagogies aussi. Stan nous disait tout à l'heure que ce qu'il aimait, c'est que lui, il était un peu en charge de son programme. Voilà, il y a des spécificités dans chaque pays, des points forts, mais parfois aussi des choses qui sont peut-être moins faciles que ce que vous aviez l'habitude de faire. Et puis, l'enjeu relationnel, quand on est en vacances, c'est un peu on survole. Quand on travaille et qu'on est intégré, il y a une gestion de la représentation et il y a notamment cette gestion de l'enseignant français qui arrive à l'étranger, comment il est perçu et comment on fait pour s'intégrer correctement dans cet environnement. Voilà, donc c'est vraiment on se situe sur deux mobilités différentes. Et parfois, on peut avoir ce projet de partir un peu avec la projection des vacances telles qu'on les connaît parce qu'on n'a pas vécu d'expérience à l'étranger. Et donc, c'est important vraiment d'avoir ces éléments-là en tête en amont. Avec ces 3 enjeux que je vous ai résumés ici, avec l'intégration des codes professionnels différents. Et ça, on ne pourra pas le faire pour tous les pays. Vous l'avez vu avec la Turquie. En revanche, vous avez des moyens de vous renseigner en amont sur déjà la découverte du pays et puis sur des mises en relation avec des enseignants qui travaillent déjà dans les établissements. Alors ça, par différents sites de mise en relation. Et nous pouvons aussi vous aider à vous mettre en relation avec des établissements. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai mis l'adresse mail en fin
en fin de présentation. Si vous avez déjà enfin, j'ai vu tout à l'heure une question, il y avait quelqu'un qui parlait de partir à Buenos Aires. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons peut-être des possibilités de vous mettre en relation avec des établissements et des enseignants qui travaillent là-bas pour partager un peu déjà, avant de partir, de ce qu'est la culture du pays que vous visez. Il y a le fait de composer avec d'autres références éducatives et d'autres pratiques. Donc, en fait, toujours se mettre en position basse, de se dire, bah, là, j'arrive avec mon bagage, qui est un bagage évidemment reconnu, mais dans un cadre différent. Il va falloir que j'arrive peut-être à faire un pas de côté, déjà observer ce qui se passe et puis voir comment je peux adapter ma pratique à l'environnement nouveau que je découvre. Et puis gérer les représentations que l'on se fait de vous, comme on le disait tout à l'heure, un enseignant français à l'étranger. C'est moi qui suis désormais l'étranger dans ce pays-là. Et donc, accepter qu'on nous regarde différemment. Tout à l'heure, Isabelle a parlé de l'anticipation du retour. Il y a deux temps vraiment. Alors, il y a le avant qu'on a vu sur tout ce qui est formalité administrative, que vous vous renseignez sur votre contrat, sur votre famille, l'environnement, etc. Et puis, pendant la mobilité, il y a paradoxalement un premier enjeu qui va être celui de gérer votre absence en France. Il faut que vous veilliez à ce que votre situation administrative reste claire et que vous ne soyez pas oublié non plus en France. Alors Isabelle on a parlé tout à l'heure, mais en fonction de votre projet, et c'est vrai que vous pouvez partir encore une fois pour l'idée de rester 2 ans, 3 ans, auquel cas, il faut que vous soyez vraiment en alerte sur ce qui se vit encore en France si vous projetez votre retour. Les choses sont différentes quand votre vie s'installe et que finalement, vous fondez votre famille et vous avez un projet de rester comme on l'a vu tout à l'heure. Le fait de rester en contact, c'est important parce que la mobilité ne doit pas être une rupture. En fait, comme on le dit, il est essentiel de garder un lien avec l'enseignement catholique en France, que ce soit tant pour les échanges pédagogiques ou même pour préparer votre retour. Donc, le conseil est de ne pas vous couper avec votre réseau en France. Et puis, envisager le retour, c'est vraiment le point crucial puisque le retour va se préparer en général au milieu de votre mobilité. Vous devez déjà commencer, en fonction du temps que vous vous êtes fixé, à anticiper votre retour pour rester en veille sur les opportunités des postes que vous pourriez reprendre en rentrant en France et puis anticiper tout ce qui est démarches administratives telles que Isabelle nous les a détaillées tout à l'heure. Et puis au retour de la mobilité, finalement, ce n'est pas toujours si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vécu une expérience forte. Et alors là, je vous parle d'expérience puisque j'ai eu l'occasion, alors moi, je ne suis pas enseignante, mais de travailler pendant 3 ans aux États-Unis, à Houston. Et le retour en France, je ne l'avais pas anticipé, je ne l'avais pas préparé. Et ça a été difficile. Donc, il y a vraiment le fait de se dire, on va arriver dans un nouvel environnement, un environnement qu'on connaissait mais qui a changé et nous avons changé. Donc, il y a une notion de prendre le temps finalement et d'accepter de se dire qu'on revient dans un environnement qui a évolué et avec une personnalité qui a évolué. Pour l'accueil de l'expérience nouvelle à votre retour, il va falloir digérer tout ce qu'on a appris, justement, toutes les nouvelles pratiques pédagogiques, la gestion de l'interculturalité, du dialogue interreligieux. Tout à l'heure, on l'a vu dans un environnement qui n'est pas le même que celui qu'on connaît en France. Votre capacité d'adaptation, la capacité d'adaptation dont vous avez fait preuve là-bas, tout ça, c'est une richesse avec laquelle vous revenez et qui va vous construire aussi sur la suite de votre carrière professionnelle. Et puis pour finir, et là je pense aussi à nos témoins, une mobilité réussie, ça va être une mobilité partagée. Quand vous rentrez en France, vous devenez une ressource pour votre établissement. Comme l'ont fait nos témoins, vous allez parler de quelque chose qui vous a permis d'évoluer, de grandir, de découvrir de nouvelles pratiques pédagogiques. Vous revenez plus riche. Et l'idée, c'est de vraiment partager
tout ce que vous avez pu vivre avec d'autres collègues pour faire vivre cette ouverture internationale aussi au sein de l'enseignement catholique ou de votre établissement, quel qu'il soit. On en parlait tout à l'heure et il y a eu beaucoup de questions sur le chat sur les réseaux pour partir. Alors, on en a identifié quelques-uns. Avant de les lister, j'ai noté, il y a eu quelques pistes par nos témoins. Donc, on a parlé et du réseau. Donc, on ira voir et peut-être on rajoutera ce lien dans cette présentation si ça fonctionne toujours. Il y a aussi les sites internet directs des écoles. Si vous faites un travail, par exemple, si votre souhait de partir rentre plutôt par partir dans un pays, vous allez identifier dans ce pays, par exemple, on reprend l'Argentine tout à l'heure, vous voulez aller en Argentine, vous identifiez les écoles qui sont dans la ville que vous avez sélectionnée. Et là, comme l'a fait Léa aussi, vous allez sur les sites internet et vous voyez les annonces qui peuvent être passées en direct. Sinon, on a effectivement des réseaux. Le premier qui est indiqué, c'est le réseau de l'OIEC, l'Office international des enseignements catholiques. Alors, lui, ça ne va pas être des propositions d'offres de postes, mais ça va vraiment vous permettre de découvrir l'enseignement catholique mondial. Et puis, ça va vous permettre d'être mis en relation avec des établissements de notre réseau. Et ça, c'est pareil, vous pouvez aller sur leur site directement, aussi voir ce qui se vit dans l'enseignement catholique. Et puis, nous pouvons aussi relayer si vous avez identifié des établissements. Les congrégations, donc tout à l'heure, on en a beaucoup parlé aussi, on vous en a mis quelques-unes. Et là, vous pouvez aussi les solliciter de manière spontanée. Il y a des liens d'accueil pour chacune de ces congrégations. En général, il y a des établissements, alors pas partout dans le monde, mais elles ont des établissements à l'étranger et peuvent rechercher des enseignants. Et du coup, vous pouvez parler d'un projet qui vous tient à cœur en fonction soit d'une congrégation, parce que c'est une congrégation à laquelle vous êtes attaché, soit d'un pays pour lequel vous savez qu'il y a un établissement associé. Hermine, tout à l'heure, nous a parlé, ou c'est peut-être Sébastien qui nous a parlé des différentes écoles catholiques francophones de Turquie. Donc voilà, elles sont ici représentées. Et j'ai remis le contact d'Hermine si vous aviez des questions par rapport à ce recrutement, à ces dossiers de candidature, en tout cas dans ces établissements. Et puis, on en a parlé aussi, l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc est assez représentative, puisqu'il y a 600 établissements qui sont homologués partout dans le monde, ça représente 138 pays qui sont couverts, et on a environ une cinquantaine d'établissements catholiques. Je vous ai prévu juste une toute petite vidéo, vous allez voir, je ne vais pas la passer en totalité, mais qui reprend le témoignage d'une enseignante avec son parcours. Franchement, appartenir à un établissement de l'AFE, c'est super. Pour moi, c'est comme une famille. Le réseau des alumni, c'est pour la vie et ça facilite beaucoup les choses. Par exemple, dans le cas de ma carrière, j'ai eu plein de conseils et je suis super content. Ce que j'aime particulièrement avec les établissements de l'AEFE, c'est qu'ils combinent le système éducatif français avec la culture locale. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai eu l'occasion d'être en poste au Guatemala, au Cambodge, pour ne citer que ces deux pays. Et en fait, à chaque fois, on adapte le système français à la culture du pays. Et donc ça, c'est d'une extrême richesse pour les élèves. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Moi, j'adore. Donc ici, on voit que contrairement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans cet exemple-là, c'est des programmes français. Et ce qui permet finalement de partir avec une connaissance du programme. Peut-être on ne change qu'un critère qui est l'environnement extérieur et le pays, mais on arrive avec ce qu'on connaît déjà faire, puisqu'on connaît les programmes qu'on enseigne en France.
Je vais tester le lien, voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc ici, vous avez un lien de la EFE qui vous permet d'identifier où sont situés les établissements référencés, homologués, et puis avec la possibilité de postuler en fonction de votre... il y a tout un questionnaire qui vous permet de venir renseigner et de voir quels sont les postes disponibles. Et puis, je vous ai mis aussi ici toutes les organisations de coopération. Jusque-là, on a vu vraiment le fait d'enseigner à l'étranger et donc d'avoir un contrat de travail. Mais il y a aussi des possibilités de volontariat. Et pour chacune de ces organisations, je vous ai mis les liens avec la présentation de l'organisation et puis la possibilité d'être volontaire. Peut-être ça peut être une première expérience à vivre et en famille, seule, encore une fois, vraiment comme vous le souhaitez, mais qui peut vous permettre de prendre un peu la conscience et de ce qu'est une expatriation. Voilà, je vous ai mis, donc il y a la DCC, Fidesco, l'Œuvre d'Orient, Agia, ABCD et puis le réseau Barnabé. Elles ont chacune des spécificités différentes. Donc on vous laisse peut-être regarder et vous engager auprès de celles qui vous parlent le plus pour cette proposition de volontariat. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Pour conclure, je pense que ce qui est important et ce qu'on a vu aujourd'hui avec nos témoins et puis Isabelle, c'est que si enseigner à l'étranger peut se révéler un vrai défi administratif, juridique, on l'a vu par rapport à toutes les questions que vous vous posez et que du coup vous nous avez posées. Avant tout, l'expatriation, c'est vraiment une aventure humaine et elle va vraiment venir transformer durablement votre manière d'enseigner. De voir aussi les élèves et l'environnement, ça va vous ouvrir l'esprit encore plus avec une richesse de la rencontre. Donc, on espère que ces échanges et ces pistes concrètes vous aideront à transformer finalement votre envie de départ en un projet qui sera solide et qui sera ancré. Et je tiens à remercier vraiment infiniment nos intervenants de Turquie pour 2 raisons. Déjà, d'avoir témoigné, d'avoir pris ce temps et pour la deuxième, pendant leurs vacances. Donc, un immense merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci, Mickaël, pour ton appui technique sur la réalisation de ce webinaire. Merci beaucoup. Et puis, Isabelle, évidemment, pour tous ces apports juridiques, administratifs. Merci, Sébastien. De notre côté, on prend, alors sur le slide qu'on vous enverra, j'ai mis l'adresse à laquelle vous pouvez peut-être nous adresser les questions que vous avez. Nous allons récupérer toutes celles qui figurent dans le questions et réponses, les synthétiser et puis vous amener des réponses en les regroupant. Voilà, merci beaucoup à tous. Belle fin d'après-midi et à bientôt.